c'est la vidéo Tada Challenge. On se rejoint dans cette vidéo pour le challenge du monde de Tada, donc le Tada Challenge, à savoir faire une critique sur 3 mangas au hasard en pointant 3 points positifs et 3 points négatifs. Alors je ne vous cache pas que je me suis éclaté à faire ça, à tel point en fait que j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour de rire dans mon coin. Et puis je me suis dit, de toute façon ça, il faut que je le fasse en direct quoi. Bon, ça va être coupé, mais en direct. Hein, je ne vais pas le faire dans mon coin, écrire mon bidule. Je vais le faire avec vous. Bon, ce qui m'a un peu retenu au début de faire la vidéo, c'est toute la technique. Hein. Il fallait compter les étagères. Il fallait prendre une application pour tirer les numéros. Enfin voilà. Je suis motivé, je vais vous faire ça en direct. J'ai pris donc j'ai pris mon application, hop, elle est là. J'ai compté 51 étagères. Je vais les compter de gauche à droite et de haut en bas. Pour ce qui est des séries dans les étagères, je ferai ma sauce. Et puis voilà, écoutez, on perd pas de temps, on attaque le Tada Challenge, on produit le numéro. Sur 51, c'est le... Vous voyez rien. 19. Bon, vous voyez rien, mais je vous le dis, faites-moi confiance. 19. Et on va sur la ligne, on va faire entre 1 et 10. Hop là. 9. Ok, donc on retient 19, 9. Faut pas que j'oublie. 19, 9. Donc là, on est sur le 1, le 2, le 3. Ça là, on compte pas. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, on va enlever ça, et le 19, oh purée. Ok, alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, comment on fait? 8, 9. Logiquement, ce sera celui-là, le dernier, puis en impair. Donc, Glaucos. En 4 tomes. C'est parti. Voilà, donc on joue le jeu, j'ai pas trop réfléchi, j'ai remis la caméra en place. Et j'ai pris donc les tomes de Glaucos qui ont été tirés au sort. Voilà, donc c'est les 4 premiers tomes, édités par Glénat. Et dessiné et scénarisé par Akio Tanaka, qui n'est autre que l'auteur, enfin le dessinateur, surtout le dessinateur de Coq de combat. Alors, Glaucos, de quoi ça parle? C'est grosso modo un peu le Grand Bleu. Voilà, si vous connaissez le film de Luc Besson, c'est grosso modo ça. En fait, on a je sais plus comment il s'appelle, on a un gosse qui a presque été élevé par les dauphins. Bon, dans mes souvenirs du moins. En tout cas, il a été retrouvé, il a été sauvé par la mer, il a été recueilli par des gens de l'île. Et voilà, et il se retrouve qu'il a des super poumons, quoi. Il est très doué en apnée et il va être repéré par un gars qui va l'amener à faire de la compétition. Donc, les points forts et les points faibles. 3 points forts. Déjà, son auteur, Akio Tanaka, qui remplit très bien le cahier des charges. Déjà parce qu'on a, moi je trouve, graphiquement quelque chose d'assez... Moi j'aime beaucoup en fait le style de Tanaka. Voilà, donc, très dans le réalisme. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis, voilà, on a un petit peu de ce qui va avec la plongée en général. On est un petit peu dans de la contemplation. Enfin voilà, il y a une vraie ambiance. Donc servie par la mise en scène, par le dessin. Donc voilà, graphiquement, à l'intérieur, c'est propre. Il y a de quoi faire rêver. Et puis le Grand Bleu, quoi. Franchement, voilà, on a un manga sur le Grand Bleu. Et ça, c'est génial. Un autre bon point, et peut-être justement l'apnée. Souvent on a l'habitude de voir, c'est un manga de baston ou des mangas de sport, l'escalade, mais franchement l'apnée c'est très rare. Je me souviens encore les gens qui étaient très déçus à la lecture de Grand Blue parce qu'ils s'attendaient à de la plongée et ils ont eu le droit à des gens à des jeunes qui font que picoler.
Non, franchement, il a une certaine originalité du traitement qui fait que c'est un très bon titre. Donc voilà quoi, il y a déjà graphiquement, la mise en scène, tout ça, et aussi le thème. Et troisième bon point, qu'est-ce que je pourrais dire bah, c'est pas quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, parce qu'il fasse 4 ou 9 tomes, ça aurait été pareil, mais c'est vrai que 4 tomes, c'est quand même un bon point, d'autant plus que s'il n'est plus disponible aujourd'hui à la commercialisation, il est toujours disponible, par contre, dans sa version numérique, et ça, bah, c'est quand même une sacrée opportunité. Les points négatifs, bah ouais, bah par exemple, moi j'aurais préféré que ce soit un peu plus long, pourtant c'est très bien ficelé en 4 tomes, il n'y a pas de rush, rien du tout, enfin... de mon souvenir, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Mais ouais, c'est le genre d'histoire comme ça. Tu serais prêt à avoir, je sais pas, 4 autres tomes de plus, quoi. Mais en vérité, c'est tellement bien traité que bon, on peut pas vraiment mettre ça comme un point négatif, surtout que pour certaines personnes, 4 tomes, c'est un point positif. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Bah, peut-être effectivement le fait qu'il soit plus disponible dans sa version papier. Surtout que ça permet de découvrir Akio Tanaka un peu différemment que dans Coq de combat. Et puis ça nous rappelle aussi que Coq de combat, même s'il avait un scénario, on sent quand même qu'il y a sa touche autant dans Coq de combat que dans Glocos, l'air de rien. Ce mec, même s'il a travaillé avec des scénaristes, ce n'est pas qu'un dessinateur. Bon, il faut quand même que je trouve un autre point négatif, un vrai, et bah je suis désolé, mais j'en ai pas tant que ça. Allez, moi je vais en reprocher un, mais ce sera par rapport à l'édition. À quand une édition façon Bioméga, quoi, genre un grand format comme ça pour Glocos, franchement, ce serait la panachée. Voilà. Peut-être, franchement, c'est un bon format, hein, un format poche, mais assez grand. Moi, je serais pas contre pour justement le côté contemplatif d'un plus grand format. Je l'ai avec la tablette numérique, donc là-dessus, non, mais j'ai pas d'autre en fait, voilà. Je m'avoue vaincu, j'ai pas trop de défauts, c'est une série que j'ai gardée avec l'âge, vous voyez elle est vieille, elle est fatiguée, alors que je peux aussi la voir en numérique. Voilà, je trouve pas plus de défauts que ça, je suis désolé. On enchaîne avec une autre, allez. Alors on remet à 60, non 51, 51, hop là, et on a... 26, retenez avec moi la ligne 26, faut pas que j'oublie, parce que tout à l'heure en fait j'ai refilmé parce que j'avais oublié le numéro. C'est la honte. Et on va mettre sur 10, donc 26 hein, on a dit, 26, 26, 26, 4, 26, 4, c'est parti. Alors de souvenir, ici on était déjà à 19, hein, vous vous rappelez, 19, donc 20, 21, 22, 23, 24, oulala, 25 et 26. Oh là 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 là, comme par hasard, en même temps avec Hippo, ça fait quand même 3 étagères. J'étais un petit peu obligé de tomber dessus. Ce qu'on peut faire par contre, parce que quoi, c'est le numéro 4, eh ben on peut parler de la saison 5. Je vais vite fait me remémorer vite fait de quoi ça parle la saison 5, et puis c'est parti. Voilà, j'ai juste pris le temps de refeuilleter un petit peu toute la série, mais vraiment feuilleter, hein, voir un petit peu quels étaient les combats, les personnages qui faisaient partie de cette saison 5 de Hippo. Donc voilà, donc les 3 points positifs, les 3 négatifs, j'ai peu le temps d'y penser. Donc déjà, Hippo en point positif, je pense que toute la licence pour moi en fait partie. Il y a un glow-up au niveau des dessins. Voilà, on est très loin des premiers tomes où on sentait que c'était bien en rondouillard. Là, c'est bien exécuté, c'est dynamique. Enfin, c'était déjà dynamique, mais voilà, on sent qu'il y a un vrai power-up, un vrai glow-up au niveau du dessin. Et ça, c'est vraiment génial. En même temps, au bout de 5 saisons, donc au bout de 89 tomes, c'est le 89e, encore heureux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en point positif véritablement? Eh ben, c'est qu'on n'oublie pas les personnages dans cette saison 5. Les personnages précédents, on les revoit tous. On en découvre de nouveaux.
Par exemple, Itagaki, bon, on le connaissait déjà, mais là, il est vraiment mis en valeur c'est un nouveau qui rentre dans le club Kamogawa, mais là, il est bien mis en valeur dans cette saison 5. On le voit évoluer, on le voit combattre contre un ancien adversaire de Hippo, Speedstar, qui est assez connu comme un super rapide, donc un combat de rapidité. On le voit se battre contre son rival de toujours, qui a le style vraiment très infighter comme Hippo. Donc vraiment, il y a une grande place pour Itagaki, et ça, c'est vraiment pas mal. On découvre le personnage de Wally, que l'on retrouve lorsqu'on est à jour dans la lecture des chapitres d'Hajime no Ippo. Voilà, on revoit Eiji Date par là, qui fait des petits commentaires. Et surtout, on retrouve Wolf Zangief. Moi, c'est un personnage que j'adore avec Sendo. C'est mes 2 poids plumes préférés avec Hippo. Donc, mes 3 préférés, quoi. C'est vraiment un personnage que j'adore et qu'on voit encore lutter, voilà, contre vent et marée. Moi, j'adore ce personnage. Et puis voilà, on va dire que 2 points positifs déjà, le glow up, voilà, c'est toujours aussi efficace au niveau du dessin, le fait que les personnages soient toujours mis en valeur, il y a toujours Aoki et Kimura, bon, égal à eux-mêmes, on peut le dire, Kimura a eu son prime dans la saison 2, on attend encore le prime de Aoki. Alors je suis en train de réfléchir pour un 3e point positif, et ben en fait je vais le mettre en joker parce qu'il rejoint. C'est très complexe. Il rejoint un peu les points négatifs. Donc je vais en reparler dans les points négatifs, mais il fait aussi partie des points positifs. J'y arrive. Alors, point négatif, eh ben, il y a des petits détails dans l'édition. C'est vraiment des petits détails, hein, des petits détails de rien du tout. Mais par exemple, ça fait depuis la saison 3 qu'on se tape cette illustration, qui est très jolie en soi. Bon, ils l'ont juste un petit peu glow up avec des traits de vitesse, là. Mais sinon, c'est quand même une illustration qui ne représente pas comment ça s'appelle, Hippo, mais Itagaki et son rival. Donc en fait, jusqu'à la saison 6, c'est toujours en plus que ce logo qu'on va avoir. C'est dommage, je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont pas eu les moyens de changer, on le voit mieux là. Voilà, donc c'est pas Hippo qui est là, et c'est Itagaki qui est là. Donc voilà, pour le manga Hajime no Ippo, c'est quand même dommage que ce soit illustré avec bah voilà, ce logo là. Vraiment, moi je trouve ça vraiment dommage. Un autre point négatif, peut-être que j'ai commencé lors de cette saison 5 à ressentir une légère lassitude. Une légère lassitude, mais le problème c'est que je peux pas trop vous en dire. Mais par exemple, il y a un combat, enfin un avant-combat, un pré-combat qui traîne, mais pendant 1 ou 2 tomes, c'est super long quoi. Après, il se finit magistralement ce combat, donc il y a quelque chose de bien. Mais on sent que y a quelque chose qui se passe avec Hippo, et ça nous déplaît. On sent qu'il y a un tournant qui va arriver, on sent qu'il se passe quelque chose dans sa tête, ou qu'il ne se passe pas quelque chose dans sa tête, et ça nous met mal à l'aise. Et 3e point négatif, ça se mélange un petit peu avec le positif, hein. Je vous parlais de Wally par exemple, qui est un nouveau personnage qui est arrivé, et c'est un des combats que j'ai le moins aimé avec Hippo. Parce que moi j'aime pas en fait ces personnages un peu sauvageons à la japonaise, qu'on retrouve d'ailleurs dans le tome 12 je crois, de Ashitanojo. Un peu trop sauvage, instinct animal, qui saute dans tous les sens comme des singes. Voilà, j'aime pas trop, pour moi ça sort un peu trop de la boxe. Et qui va montrer en fait Hippo en difficulté. D'ailleurs, vous me direz, il est tout le temps en difficulté, enfin presque tout le temps. Et en fait, ce qui est génial dans cette saison 5, c'est qu'il y a un tournant chez Hippo. Donc il est difficile à digérer dans la lecture là tout de suite. Mais à rebours, après être à jour, après avoir lu la saison 6, après être à jour avec les chapitres, en fait on se rend compte que Morikawa, il a assuré. Donc en fait, il y a une espèce de lassitude, il y a quelque chose qui nous dérange avec Hippo, il y a quelque chose qui se passe. Bon, ça met en valeur à fond dans cette saison 5 les autres protagonistes, et ça c'est génial. Et comme je vous l'ai dit, ce sera génial en fait ce qui se passe dans la saison 5, on se rendra compte à quel point c'est génial à l'avenir dans la saison 6 et plus encore. Donc voilà, en fait, c'est une saison 5 qui nous laisse pas indemne. Et ça... bah, c'est quand même génial. Allez, on enchaîne avec un autre. C'est un peu délicat de parler Hippo, surtout en chose qui va pas. Moi, je vous le dis franchement, vous le savez, là, j'ai lu encore les 30 premiers tomes pour mettre à jour sur le Hippo Challenge. Hippo Challenge que j'invite à faire pour mes collègues youtubeurs en 1 mois, mais que j'ai fait, mais easy, en 4 jours.
Donc il n'y aura pas d'excuses. On enchaîne avec un nouveau truc. Allez hop, on remet 51. C'est parti, on produit 14. Ligne 14. On n'oublie pas, hein, parce que j'ai une petite tête. Hop, on remet à 10. 14, 6. 14, 6. Venez avec moi. Alors pour rappel, là on était à 19. Donc 18, 17, 16. C'est ça que j'ai dit, hein. 16. Oh là là, ça va être compliqué. 16, 4, hein, j'ai dit. Hein. Je suis pas fou. Hein. Alors, on est sur du Osamu Tezuka en édition Prestige. Le souci, c'est que, donc là, on est sur 1, 2, 3, 4. On tombe sur Barbara. Le souci, c'est que, je me rappelle plus trop de ma lecture. Elle date. D'ailleurs, vous voyez, dans cette édition-là, elle est toujours sous plastique. Pareil, MU, je me rappelle, j'ai beaucoup aimé cette série, mais je me rappelle plus trop, pour vous dire la vérité. Pareil pour l'histoire des trois Adolphes, tout ça, c'est des séries que j'ai lues il y a longtemps et donc que j'ai récupéré dans cette édition, donc j'ai toujours pas rouvert. Je pourrais peut-être m'attarder sur la vie de Bouddha. Allez, allons-y, hein. On va sur la vie de Bouddha. Après tout, c'est le jeu, c'est pas forcément pour nous mettre dans le confort. Hop là. Alors là, je vous avoue que je suis un petit peu mal, parce que effectivement, je suis tombé sur l'étagère des Osamu Tezuka des éditions Prestige de Delcourt Tonkam. Le souci, c'est que ce sont des titres que j'ai pas lus depuis très longtemps. Néanmoins, on va quand même se rabattre sur la vie de Bouddha, donc, qui fait partie de cette édition Prestige de Delcourt Tonkam. Donc voilà, donc en fait, on a 2 tomes en 1. C'est une intégrale. Point positif. Alors, le premier point positif sur ce titre, c'est que la vie de Bouddha, c'est ce qui m'a fait tomber sous le charme du mangaka Osamu Tezuka. Il faut savoir que Osamu Tezuka, même avant de savoir qui c'était, je le connaissais à travers les animés qu'il y avait dans mon enfance, comme Le Roi Léo, Astro Boy, Princesse Saphir. J'ai grandi avec Osamu Tezuka sans le savoir. Puis, chez Glénat est paru Astro Boy, Blackjack, Le Roi Léo également. Donc j'avais pris les premiers tomes, mais pour tout vous dire, je suis pas rentré dedans. Il faut dire que je devais avoir 13-14 ans, voilà, maximum 15. Voilà, j'ai pas réussi à rentrer dedans. On en parlera pourquoi dans les points négatifs. Bon, on va commencer par les points négatifs. Après tout, beaucoup de gens ont des préjugés sur Osamu Tezuka. Donc d'abord pour son dessin, effectivement, qui avait un côté tellement rétro, tellement vieux en fait, tellement rondouillé, tellement cartoon, que voilà, en fait, je suis pas rentré dedans. Les Blackjack, c'était des histoires qui succèdent. Ça m'a pas, je m'attendais à une ligne rouge qui m'a pas convaincu. Le Roi Léo, j'adorais l'animé quand j'étais petit, mais j'avoue sous le manga, pareil, ça manquait quelque chose. Je veux dire, j'avais d'autres choses à lire qui étaient beaucoup plus prenants, beaucoup plus shonen dans le genre. Neketsu, comme beaucoup aiment le dire. Voilà, puis pareil pour Astro. Enfin voilà, j'étais pas du tout rentré dedans à cause des dessins, aussi à cause des récits, voilà, à cause de mon âge peut-être. En tout cas, voilà le premier point négatif, celui que n'importe qui vous clamera, les dessins ne font pas l'affaire, hein, vous pouvez voir, ça reste des choses très old school. Deuxième point négatif que je pourrais trouver concernant cette œuvre-là, avant de parler que d'Osamu Tezuka, peut-être que c'est pas pour moi. Peut-être pour ma relecture, remarque si. Peut-être que la vie de Bouddha est trop long. En vérité, ce n'est que 8 tomes. Donc on a 4 tomes, mais dans un format massif. Ce qui peut déjà impressionner à la lecture. Donc on peut, voilà, effectivement faire un reproche sur cette édition-là, que moi je trouve sensationnelle, super belle, mais qui en impose, qui fait peur. On a l'impression qu'on va se taper une encyclopédie de vieux dessins. Il faut reconnaître que c'est pas un bon point. Bien qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une édition de luxe auparavant, qui moi que je trouvais très bien, peut-être un peu flashy avec son vert, et le sol qui était très bien. Son seul défaut peut-être était dans le sens de lecture français, mais je pense que c'était aussi pour toucher à un plus large public, parce que effectivement c'est peut-être un public de cinquantenaire à qui ça peut plaire. Je me rends compte que je l'ai vachement abîmé en fait. Hein, je suis un peu triste là. Bref. Un
troisième point négatif, alors, je vais vous parler donc de son édition qui est chère, qui est lourde, qui peut faire peur, qui n'invite pas à la lecture et à trouver de nouveaux lecteurs. Et troisième point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, je sais pas si on peut le qualifier. Bah, si ça concerne ce titre quand même, c'est surtout un point négatif, mais qui ne concerne pas le titre intrinsèquement, mais plutôt ceux qui en parlent ou qui n'en parlent pas. C'est que souvent, lorsqu'on parle de quel Osamu Tezuka tu me conseillerais, peu de personnes conseilleraient La vie de Bouddha. Donc ça va souvent sur Ayako, parce que c'est en un tome, ou sur l'histoire des trois Adolphes, parce que c'est en 2 tomes, enfin 4 normalement. Et c'est là que je fais la transition sur les points positifs. Moi, c'est véritablement le titre que je conseillerais, si on n'a pas peur d'enchaîner sur 4 tomes, car La vie de Bouddha, c'est vraiment le titre qui m'a donné envie, qui m'a fait connaître Osamu Tezuka en tant que dessinateur, en tant que narrateur, et je suis tombé sous le charme. Donc ça parle de Siddhartha, mais le premier tome, donc la première moitié de celle-là, on n'y voit même pas Siddhartha, c'est vraiment avant même qu'il naisse, et c'est là en fait on va suivre la vie autour des 2 Siddhartha, comme une vie, comme quelque chose d'épique en fait. C'est toute une vie qu'on va suivre, on va le voir grandir d'enfant à... Donc on le voit... La narration commence avant qu'il naisse, donc avec un autre personnage, et puis ensuite on le voit grandir jusqu'à devenir Bouddha. Et moi j'ai été charmé par la narration. Alors on aura toujours ce côté un peu burlesque, un peu cartoon des personnages, mais j'ai trouvé vraiment enrichissant. Voilà, donc vraiment, c'est pour moi, ça c'est une de ses qualités. Je trouve que à faire découvrir véritablement La vie de Bouddha est peut-être une des meilleures expériences, car justement il fait bien le lien entre le côté un peu cartoonesque du truc et le côté très grave et très enrichissant que peut apporter cette lecture. Deuxième point positif, on va revenir un peu sur l'édition. Certes, elle est belle, elle est magnifique, mais le plus qu'elle apporte véritablement, c'est qu'elle nous offre à nous tous, ou au nouveau public, la possibilité de la lire, tout simplement parce que avant, les anciennes Deluxe ou encore les anciennes en format simple étaient déjà introuvables. Je me rappelle, le tome 7 de la Deluxe était à plus de 50 ou 100 euros, pareil pour le tome 4, enfin voilà. C'était très compliqué d'avoir cette édition en Deluxe. C'était très compliqué à l'époque aussi d'avoir, je crois, le tome 8 en format simple, même alors qu'il y a eu des rééditions, des réimpressions. C'est vraiment un titre qui a toujours eu du mal à se trouver. Donc cette édition Prestige permet véritablement, en plus franchement dans une certaine forme de qualité, d'être accessible à tout le monde. 30 €, ça paraît cher, mais vous n'oubliez pas qu'il y a 2 tomes, donc 2 tomes de luxe, donc ça ferait 15 € le tome, pour ce format cartonné, avec les pages couleurs, le signet. Franchement, la qualité, vous voyez, j'ai pas peur de le manipuler. C'est tissé, c'est superbe, c'est franchement un très très beau bouquin. Donc rien que ça fait un très très bon point. Et le troisième bon point, qu'est-ce que je pourrais dire, à part que c'est épique, c'est sur 4 tomes, on a l'impression de grandir avec. Et ben voilà, je vais parler de mon expérience. Je peux pas vous parler intrinsèquement de l'œuvre parce que je me rappelle plus véritablement, mais je sais que c'est un coup de cœur et que je vais pas tarder à le relire pour le coup. Enfin, je l'espère parce que j'ai quand même pas mal de choses à lire. Mais je sais que ça va vous attirer, enfin que chaque personne qui va lire ça sera attirée par lire d'autres œuvres, peut-être plus courtes d'ailleurs, donc Mew, Barbara, Le Phénix, Oiseau de Feu. Je pense véritablement que à travers cette œuvre-là, vous pouvez prendre goût à Osamu Tezuka et découvrir d'autres de ses œuvres. Voilà, donc ça a été un petit peu laborieux. J'aurais aimé faire ce challenge un peu plus tôt, mais j'étais pris par un autre, voilà, concernant Hippo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Le Monde de Tada. N'hésitez pas à aller voir ses podcasts de case en case.
Franchement, c'est du travail que je trouve très qualitatif. De plus, il a des critiques qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est plutôt agréable. Le challenge est agréable. Franchement, chercher 3 points positifs, 3 négatifs, ça force un petit peu à sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, je vous raconte pas tout ce que j'avais fait. J'avais fait du Othon, du TOF. Voilà, je me suis amusé à faire ce jeu. Franchement, je me suis amusé. Là, je le fais directement avec vous. Donc, bon, c'est un petit peu plus laborieux. Quand on a le temps de réfléchir, c'est quand même un petit peu mieux. Mais je voulais jouer le jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à faire le Tada Challenge, surtout si vous êtes youtubeur, ça va franchement vous divertir. Voilà. Bon allez, je peux pas vous laisser partir comme ça. Je vous donne un exemple un petit peu de ce que j'avais fait. J'étais tombé sur Bakwen Reto, ça j'ai adoré. Donc les 3 points positifs, j'avais dit que plus que du Furio, ça parle de Bosokosu. Il y a le côté autobiographique de l'œuvre, plus l'ambiance qui est forte. Et puis les dessins du maître, bien évidemment. Et puis vraiment, il y a des tomes qui sont très marquants. Les 3 points négatifs concernant Bakwen Reto, il y avait l'absence du succès auprès du grand public. Alors l'édition est très bonne, mais il paraît qu'il y a une édition encore meilleure, une nouvelle édition japonaise. Donc je vous avoue que je serais très curieux de la découvrir en France. Et ce qu'on pourrait regretter, c'est que lire Bakwen Reto avant Tokyo Revengers, ça met une claque à Tokyo Revengers. Donc je conseillerais à toutes les filles qui aiment lire Tokyo Revengers de s'attarder sur Bakwen Reto, parce que Meki, là, Takemuchi, là, c'est rien. Allez voir, allez lire Bakwen Reto. J'étais également tombé sur Othon, donc un spin-off en 2 tomes concernant Seko, donc le père de Kibo dans la série TOF. Donc c'est bien un spin-off. 3 points positifs. Le personnage de Seko, tout simplement, il est trop badass, il est trop bien. C'est le daron qui tue. Le mec, il est énervé, mais avec une mentalité de force tranquille. La touche du mangaka, bien évidemment. Un manga de baston, de bagarre, mais tellement bien exécuté. Je le mets... Voilà, ça mange à la même table que Baki. Et à mes goûts personnels, je le mets même un chouïa au-dessus. Et un point positif concernant l'édition, par exemple, c'est qu'il soit raccord avec l'édition Free Fight, donc la 2e saison de TOF. Voilà, ça fait quand même plaisir qu'il n'y ait pas trop de... Voilà, le fait que ce soit raccord. 3 points négatifs, c'est triste qu'ils aient pas gardé le titre d'origine Othon, et donc la série s'appelle Origins. Voilà, je préfère Othon, ce qui est le surnom de Seko. Il n'y a que 2 tomes dans ce spin-off, franchement j'aurais préféré qu'il y en ait plus. Alors il y a un 3e spin-off, mais qui concerne Kiryu, donc le frère de Seko. Mais voilà, c'est pas Seko, c'est pas Othon. Et 3e point négatif, ce qui est plus commercialisé, qui n'est pas disponible en numérique, rien du tout. Mais bon, on peut croiser les doigts, apparemment, Delcourt Tonkam ont toujours les droits. C'était dû au hasard, j'étais tombé sur un autre titre de Tetsuya Sawatari, qui était Locked Up. Alors Locked Up, 3 points positifs, on retrouve Tetsuya Sawatari, le mangaka de TOF, Othon, Free Fight, mais dans un manga de catch. Donc ça, c'est le premier point positif. 2e point positif, c'est que c'est un très bon titre malgré mes préjugés sur le catch et mes préjugés sur le fait que c'est une série en 4 tomes. Et dernier point positif, c'est que c'est une narration très bien équilibrée entre action et drame. Voilà, franchement, pour 4 tomes, j'ai trouvé que ça faisait le boulot. Bien sûr, on en veut toujours plus, mais voilà. Mais beaucoup de gens aiment avoir que 4 tomes aussi. 3 points négatifs. Son échec commercial en France, voilà, peut-être que ça a joué sur le fait que Delcourt Tonkam abandonne les licences de Tetsuya Sawatari, du moins son exploitation en France. Un petit point négatif, oh oui et non, mais j'aurais bien aimé que ce soit un spin-off dans l'univers, alors peut-être que ça l'est, mais j'ai pas vu les indices qui le montraient, que ce soit un spin-off dans le monde de TOF. Voilà, ça aurait été sympa qu'il y ait des petits clins d'œil, en tout cas plus pertinents, en tout cas de souvenirs, je ne m'en rappelle pas. Et dernier point négatif, mais en fait il n'y en a pas tellement, hormis que ce n'est plus commercialisé. Voilà, la même chose que pour Othon. Je vous l'ai dit, je me suis amusé. Je suis tombé sur Nigalala, je ne sais plus comment il se dit, holographe, de Inyo Asano. Donc le one-shot de Inyo Asano.
Alors les 3 points positifs, bah, l'aspect graphique du mangaka évidemment, moi c'est vraiment un style que j'apprécie particulièrement, la touche d'Asano. Deuxième point positif, le potentiel de relecture de cette œuvre, car je trouve que le niveau de lecture de ce titre est assez élevé. On a clairement la sensation de ne pas avoir tout compris lorsqu'on ferme ce livre et qu'on le repose sur la table. Et franchement, moi c'est quelque chose qui fait que voilà, j'y pense encore après avoir fermé le livre, et ça j'adore. Et ça donne envie de le relire. Troisième point positif, et ben, le choix de cette réédition, la qualité de son édition, voilà, je pense que ça fait plaisir. Je crois que je sais plus comment il s'appelait, peut-être l'arc-en-ciel ou je sais plus quoi. C'est un titre qui existait, qui était très difficile de se procurer et donc qui a été réédité et je trouve de très bonne manière. Voilà. 3 points négatifs, une narration qui rend le titre pas facile d'accès, mais du tout. Il y en a beaucoup qui n'ont rien compris. Moi j'ai compris bien sûr, mais je suis pas sûr. Deuxième point négatif, bah, j'avoue que le titre il est pas facile à prononcer, il faut le reconnaître. Nijigahara holographe. Holographe ou hologramme? Bah c'est ça, j'oublie tout le temps, holographe ou hologramme, bref. Nijigahara holographe. C'est pas facile. Donc voilà, c'est pas facile lorsqu'on veut faire référence à ce titre. Dernier point négatif, bah c'est du Asano, quoi. Tu aimes ou tu aimes pas. Pour ma part, j'ai découvert ce titre à la même période que La fille de la plage et Errance. Et c'est des titres, ces 3 titres que j'ai largement préférés à Solanin par exemple. Mais après, chacun ses goûts. Voilà, c'était le petit Tada Challenge bonus. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.